Alors, nous recevons aujourd'hui en studio un des 4 candidats dans la course à la chefferie du Parti québécois, M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour, M. Plamondon. Bonjour. L'identité du nouveau chef sera connue le 9 octobre et le vote se tiendra du 5 au 9. Paul Saint-Pierre Plamondon est avocat de formation. Il détient aussi un MBA, comme on le prononce, qu'il est allé chercher à l'université Oxford en Angleterre. Oui. Il s'est fait connaître comme l'un des fondateurs du mouvement Génération d'idées et comme orphelin politique avec Mélanie Joly. Les deux sont maintenant en politique active et ont choisi des camps différents, elle avec les libéraux fédéraux, lui avec les souverainistes du Parti québécois. C'est sa deuxième tentative pour devenir chef du PQ. Il avait été devancé par Jean-François Lisée la dernière fois. Il s'était aussi présenté pour le PQ lors du dernier scrutin général dans la circonscription de Prévost. Il a terminé deuxième derrière Marguerite Blais, portée par la vague caquiste et aussi déjà bien connue pour avoir été ministre libérale auparavant, ainsi qu'animatrice de télévision. Alors, ça situe un peu le personnage. Paul Saint-Pierre Plamondon, on le rappelle, affronte dans cette course Guy Nantel, Sylvain Gaudreault et Frédéric Bastien. Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon, pourquoi d'abord est-ce que les militants devraient vous choisir? Bien, parce que je combine une bonne compréhension du parti. Non seulement j'ai fait la chefferie de 2016, mais après j'ai étudié le Parti québécois dans le détail dans le cadre d'une tournée qui s'appelait « Oser repenser le PQ ». En 2018, lors de la campagne nationale, c'est moi que le parti a choisi aussi pour aller sur les tribunes comme RDI puis LCN quand ce n'était pas le chef qui débattait. Donc, j'ai de l'expérience politique, je connais le parti, je sais dans quoi je m'embarque. Bref, je ne suis pas un apprenti sorcier. Mais en même temps, on ne peut pas dire que j'incarne la continuité. Au contraire, j'ai toujours milité pour des changements dans le Parti québécois. J'incarne un renouveau, j'incarne une image aussi dynamique, énergique, rajeunie, dont le parti a besoin, je crois. Donc, je pense que c'est ce dont le parti a besoin au moment où, il faut le dire, là, on est un parti à rebâtir. C'est-à-dire que si on se ferme les yeux devant le fait que le résultat électoral de 2018 a eu des conséquences, a frappé fort, si on se ferme les yeux devant le fait qu'on est à la croisée des chemins et qu'on doit absolument rebondir, puis qu'on choisit la continuité, la même recette à gâteau, la même approche, comme si tout allait bien, moi, je pense qu'on ferait une erreur. Donc, la force de ma candidature, c'est de rassembler des gens autour de la mission de rebâtir le camp du oui, de relancer le parti, avoir du dynamisme en même temps que d'avoir de la crédibilité et de la rigueur. Puis moi, je pense que cette combinaison-là, aussi avec le fait que je vais être un chef extra-parlementaire, donc ça veut dire que je vais être sur le terrain constamment, dans les cégeps, dans les universités, dans les municipalités, en disant « il faut parler de notre avenir, il faut parler d'indépendance, on a un projet de société emballant ». Ça aussi, c'est utile pour le Parti québécois à une époque où vraiment on est à la croisée des chemins, on joue notre survie. Une course à la chefferie, bien sûr, ça suppose de proposer des idées, mais c'est aussi une course aux appuis à l'intérieur du parti et même avec les sympathisants qui peuvent voter. Pour l'instant, vous avez l'appui de l'ancienne ministre péquiste Louise Beaudoin, c'est un appui de taille. Dans sa lettre, elle indique justement que le PQ est en position précaire, oui, que vous êtes le mieux placé pour assurer une forme de transition vers une nouvelle génération. Vous avez aussi eu l'appui de 3 anciens présidents de l'aile jeunesse du PQ. Donc, plusieurs vantent votre capacité d'attirer les jeunes au PQ, mais pour gagner, vous devez convaincre les militants de toutes les générations. Exact. Ça, vous pensez être en mesure de rallier les péquistes de toutes les générations et même au-delà des péquistes oui, mais en fait, c'est intéressant parce que vous parlez de Louise Beaudoin, qui est une figure très importante de l'histoire du mouvement, qui a eu énormément d'impact. J'ai aussi eu plus tôt dans la course l'appui de Lucien Bouchard. Donc, il y a, si je parle de Romain Gagné, de Robert Loisel, il y a aussi des organisateurs du Parti québécois de longue date qui m'ont choisi et qui m'appuient. Donc, il y a vraiment un groupe dans les militants de la première heure qui sont là à mes côtés. Et il y a les 3 derniers présidents des jeunes péquistes, donc 5 ans de militance jeunes qui disent « Nous, la personne avec qui on veut travailler, c'est Paul ». Donc, je pense que ça démontre justement la capacité d'allier, de rassembler toutes les générations. Il y a aussi la question de rassembler toutes les régions. Parce que si on se définit seulement comme le candidat des régions ressources, des régions éloignées, je regrette, mais pour prendre le pouvoir, on va devoir convaincre des gens dans le 450, on va devoir convaincre des gens dans le 819. Et ça, je pense avoir une candidature avec mon profil de jeune famille, mon profil de personne qui a vécu dans la grande région de Montréal. Je pense que j'ai une capacité à rassembler tant sur le plan régional que générationnel. Même chose aussi dans le fait de ne pas traiter les autres candidats de non lorsqu'ils ne sont pas assez à gauche ou pas assez à droite à mon goût, mais
On a vu certains candidats traiter de Donald Trump les autres candidats lorsque la position était jugée trop à droite. Moi, ce que je dis depuis le début de la course, c'est si on veut un pays, il va falloir être capable d'accueillir autant des gens à droite que des gens à gauche, tant qu'ils sont d'accord sur le projet de pays, l'indépendance. Bien, il va falloir être une coalition à nouveau. D'ailleurs, les fois où le Parti québécois a véritablement eu du succès, c'est lorsqu'il y avait un objectif concret pour l'indépendance dans le temps et lorsqu'on disait ouvertement « nous sommes une coalition, il n'y a pas de problème, on n'est pas obligé de s'insulter entre gens de gauche et de droite, là. On va être en mode collaboratif parce qu'on a un objectif commun qui nous dépasse, qui est beaucoup plus important, c'est celui de l'indépendance du Québec. » Puis ça, c'est ce que je propose. Et qu'est-ce que vous comptez faire d'ici la fin de la course pour vraiment vous présenter comme le rassembleur non seulement des générations, mais aussi des souverainistes purs et durs, des souverainistes mous? On sait qu'il y en a beaucoup des souverainistes mous qui sont allés à la CAQ lors du dernier scrutin. Oui. Donc, c'est de mener campagne sur la base du projet d'avenir qu'on a. Donc, mon slogan, c'est « Oui ». Je viens de publier un livre qui s'appelle « Rebâtir le camp du oui », où est-ce que j'explique dans le détail comment on va relancer l'idée d'indépendance, à quel point aussi elle est actuelle. Donc, c'est sûr que si on présente l'indépendance avec les pancartes de 1995, comme si c'était un projet du passé, mais c'est sûr que ce n'est pas la même chose que si on dit « Non, en fait, moi, j'ai du visuel pour le prochain référendum et je parle de la crise de la COVID qui est récente, dans laquelle on est. Puis on parle du fait qu'on n'avait pas le contrôle de nos aéroports quand il y avait seulement 40 infections. On n'avait pas le contrôle de nos frontières. C'est le fédéral qui a vraiment dormi pendant des jours et des jours, puis ça a eu des conséquences graves. Pas le contrôle de notre armée, pas le contrôle du plan de relance économique. Donc ce sont nos impôts, mais Justin Trudeau décide qu'il dépense à tout azimut la PCU avec des conséquences d'endetter de 400 milliards de dollars en seulement un an. Il endette tout le monde, on n'a pas le contrôle. Pourtant, c'est notre argent, ce sont nos impôts. Donc, je pense que quand on en parle en termes concrets d'aujourd'hui, puis on dit c'est un projet d'avenir, puis c'est un projet de société, il y a plein de gens qui vont écouter à nouveau parce que, au fond de nous-mêmes, je pense qu'on porte toujours le projet de pays, puis intuitivement, on le sait qu'on s'est trompé en 95. Parce que qu'est-ce qui a découlé de 95 après? Bien, le gouvernement Charest, qui était le camp du non, avec toute la corruption, puis les mêmes espèces d'allégations mensongères que ce qu'on a connu pendant le référendum. Puis ensuite, on a eu Philippe Couillard. On a eu un déclin de la langue, un déclin de nos intérêts économiques, un déclin de notre culture. Donc, c'est l'heure des bilans. Puis moi, je pense que ce qui va convaincre des souverainistes mous qui ont voté CAQ la dernière fois pour être sûr de remplacer les libéraux, ce que je respecte, ou des gens qui ont voté Québec solidaire, la seule façon, c'est de dire, nous, on est sérieux. Si vous votez Parti québécois, vous déclenchez le processus d'accession du Québec à l'indépendance. C'est ça. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de tactique, c'est honnête, c'est direct, puis c'est ça notre projet. Si vous êtes d'accord avec ça, votez pour nous. Puis moi, je pense qu'on va être surpris de voir le nombre de Québécois qui vont se dire « Je fais le bilan là, depuis 1995, puis ils ont raison, puis moi, s'il y a un référendum, je vote oui, puis j'en veux un, je veux du changement, je veux d'autres choses que Justin Trudeau, Stephen Harper, puis toutes ces folies-là. Je veux être maître chez nous, comme on disait dans le temps de Jean Lesage. » Moi, je pense que les gens vont réagir beaucoup plus qu'on pense si on a cette honnêteté-là, cette façon d'en parler de manière fière, directe, pas en tournant autour du pot. C'est ça qu'on est. On en est fiers. Voulez-vous embarquer avec nous? Moi, je pense qu'il va y avoir des résultats. De son côté, votre rival Frédéric Bastien, il a quand même le mérite de soulever plusieurs bonnes questions, notamment là, à propos de l'impact sur le Québec de l'interprétation de la Charte des droits et libertés du père Trudeau par les juges là, de la Cour suprême. Ça peut avoir un grand impact sur le Québec. Vous préconisez notamment le recours systématique à la clause dérogatoire dorénavant là, pour les nouvelles lois adoptées. Là. Oui, sur René Lévesque, en fait, c'était ça la doctrine du Parti québécois. Donc, évidemment qu'on veut qu'il y ait des droits et libertés respectés au Québec, puis on a une charte québécoise. Là. Mais, est-ce qu'on est obligé, comme Québécois, qu'on est une démocratie, on fait nos choix? On l'a vu pour la laïcité, on a fait une loi qui s'appelle 21. Puis là, le fédéral va nous dire si on a le droit ou pas de le faire, suivant son propre système juridique. Moi, je pense qu'on peut, puis on doit, dorénavant, juste simplement faire le choix de dire on va avoir nos propres tribunaux qui examinent chaque loi, là, c'est normal, mais on ne se soumettra pas au régime juridique fédéral. Notamment pour la loi 21, Frédéric Bastien dit qu'il faut vraiment sortir ce débat-là du système juridique fédéral. Je pense qu'il a raison. On est une démocratie, puis on a le droit, comme démocratie, comme nation, de faire nos propres décisions sans que le système fédéral vienne ensuite nous dire ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire. On a le droit à l'autodétermination. C'est d'ailleurs dans toutes les conventions internationales
Puis moi, je ne vois pas pourquoi on ne défendrait pas ce droit-là à l'autodétermination. Et parmi les autres idées intéressantes avancées par M. Bastien, il y a celle de faire adopter une motion à majorité à l'Assemblée nationale pour demander aux autres provinces et au gouvernement fédéral de venir négocier, de venir apporter des changements constitutionnels, de venir donner plus de pouvoir au Québec, que ça forcerait le jeu, ça forcerait les fédéraux à, entre guillemets, se commettre et peut-être que le Québec pourrait obtenir de nouveaux pouvoirs. Et faute d'en obtenir de nouveaux, ça montrerait aux Québécois qu'il est difficile de réformer le fédéralisme canadien. Ça, c'est beau sur papier, Ouais. mais c'est pas ça qui va arriver. Puis là-dessus, Qu'est-ce qui va arriver selon vous? autant je suis d'accord avec Frédéric Bastien sur une approche frontale avec le fédéral, c'est-à-dire ne pas s'empêcher de légiférer quand c'est une compétence fédérale, dénoncer les excès, les empiètements du fédéral. Ça, là-dessus, Frédéric Bastien et moi, on est entièrement d'accord. Lui, il dit qu'il y a une obligation juridique pour le fédéral de négocier lorsque le Québec demande une négociation constitutionnelle. En fait, quand on lit correctement, notamment le renvoi sur la sécession, ce que ça dit, c'est que la Cour dit, en cas de sécession, en effet, il y aurait une obligation de négocier de la part du fédéral. Mais sachez que même en cas de sécession, jamais nous, comme Cour, on va intervenir pour forcer qui que ce soit. Donc, une obligation juridique, si la Cour, s'il n'y a pas de Cour, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de policier, il n'y a personne pour obliger quoi que ce soit, qu'est-ce que vous pensez que ça va donner? Ça va donner la même chose que ce qu'on a vu avec l'initiative de Philippe Couillard. Québécois, notre façon d'être Canadien, ils ont envoyé des demandes à Ottawa. Ottawa a fait le mort. Récemment, la CAQ a fait de nombreuses demandes au fédéral. Là, en ce moment, on parle de transfert en santé. Ça va finir exactement de la même manière que pour l'impôt unique, les frontières et l'immigration. Silence radio. Puis, ce que je redoute, moi, de l'approche proposée par Frédéric Bastien, c'est que nous, comme parti indépendantiste, on va essayer de faire croire aux Québécois que maintenant, tout d'un coup, on veut négocier avec le fédéral parce qu'on croit au fédéralisme renouvelé, qu'on croit à l'autonomisme, qu'on croit à l'affirmation nationale de Pierre-Marc Johnson. Il n'y a personne qui va nous croire, puis ça va démobiliser les indépendantistes qui, eux, croient qu'on a fait le tour de toutes ces questions-là, puis qu'on a un projet de société, puis que notre avenir, c'est de parler de notre projet de société de manière directe, sans tactique. Surtout que M. Bastien a un peu dit sa tactique à l'avance. Ce n'est pas comme si c'était un gros secret. Donc, de penser que le fédéral va naïvement se pointer à ces négociations-là, puis qu'ensuite ça va bénéficier au mouvement, moi je pense que ça ne marchera pas, mais ça va aussi démobiliser les indépendantistes au moment où est-ce qu'on a besoin de mobiliser les gens autour du fait qu'on peut devenir et on doit devenir un pays. Donc ça, c'est mon approche. Il y a un autre rival dans la course qui s'appelle Guy Nantel. Il a beaucoup d'humour, beaucoup de notoriété. Oui. Qu'est-ce qui l'amène à la course actuelle à part de l'attention médiatique? Je pense qu'il a quand même présenté de bonnes idées, mais je dois avouer qu'il a déclaré, notamment dans une entrevue, que pour lui, une élection, c'était un concours de popularité. Donc, il est vraiment, il a dit ça au micro de, je pense, Benoît Dutrisac, mais ça décrit vraiment une approche où on pense que la démocratie, c'est pas tant une question de compétence, c'est une question d'attirer l'attention par tous les moyens. Mais ça, en tout cas, c'est pas mon style, c'est pas ma croyance, c'est pas la tradition du Parti québécois non plus quand on pense à Lévesque, Parizeau, Bouchard, Pauline Marois, Bernard Landry. Et ça a ses limites, à mon avis, parce que dans les faits, il faut maîtriser ces sujets. Faire de la politique négative ou de la politique spectacle pour être certain de faire la une, c'est pas toujours payant non plus sur le plan électoral. Son avantage, c'est la notoriété, que moi j'ai moins parce que je n'étais pas humoriste avant de faire de la politique. Mais moi, ce que je réponds à ça, c'est de dire, peu importe qui sera le chef du Parti québécois lors des prochaines élections, il y a 2 millions de personnes qui écoutent le débat des chefs lors des élections. Donc la notoriété, peu importe qui on choisit, le chef va l'avoir. Ce n'est pas la notoriété qui compte. C'est qu'est-ce que les gens vont penser de cette personne-là. Est-ce qu'ils vont en penser positivement ou négativement? Quelles sont les chances de rebâtir les appuis autour du Parti québécois? C'est ça la question de fond. Donc, ceux qui suivent la course, je suis en montée, je pense, me disent, on aime ce que tu fais, on aime ce que tu apportes, on aime le sentiment là, de constructif que tu apportes. Donc, moi, je pense que c'est plus ça qu'il faut regarder. Qui incarne quoi? Parce que la notoriété, peu importe qui on choisit, le chef du Parti québécois va l'avoir. Tout le monde écoute le débat des chefs. Vous avez aussi laissé sous-entendre lors du deuxième débat là, qu'un humoriste comme chef d'une formation politique, comme aspirant premier ministre, ça ne fait pas très sérieux et que certaines de ses blagues passées pouvaient laisser des doutes là, sur ses capacités d'agir comme législateur. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Moi, je pense qu'un humoriste peut se présenter en politique. Oui.
Ces blagues passées, ça peut être un certain handicap, mais c'est pas majeur. Là, la situation est tout autre. C'est que Guy Nantel vend des billets pour ses spectacles jusqu'en 2021. Ouais. On sait qu'il faisait des blagues, notamment, c'est parce que le sujet à ce moment-là, c'était les agressions sexuelles. On sait qu'il a fait des blagues sur des présumées victimes d'agressions sexuelles. Et là, on avait un débat, lui et moi, sur le fait qu'il voulait vraiment réformer le système judiciaire pour protéger davantage les victimes d'agressions sexuelles. Donc, évidemment, je pense que la question, elle est légitime. C'est de dire comment peux-tu, au cours des prochaines années, légiférer le jour sur des agressions sexuelles, puis le soir, faire des blagues sur des victimes présumées comme tu l'as fait par le passé. Donc, c'est pas tant son passé d'humoriste, c'est le fait qu'il désire ou qu'il doit, là, peu importe les raisons, dans les faits, il va continuer ses spectacles. Et moi, je pense que ça soulève, indépendamment de ses intentions, ça soulève, est-ce que c'est compatible? Quel impact sur le Parti québécois? Et je pense que c'est une question qui était légitime, puis il a répondu, à son avis, il n'y a pas de problème. Moi, je vois des enjeux, mais ça, ce sera aux membres de décider ce qu'ils en pensent. Mais au-delà de la tournée qui se poursuit, est-ce que ça ne peut pas un peu miner sa crédibilité comme législateur? On ne le sait pas. Moi, ce que je vois davantage comme problème, c'est pas son passé d'humoriste. Tu sais, moi, j'ai un passé d'avocat, un autre peut avoir été professeur. Chacun a son emploi avant d'entrer en politique. Mais normalement, on fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai quitté mon emploi d'avocat. Je n'ai pas des dossiers le soir sur lesquels je travaille qui m'amèneraient peut-être en conflit d'intérêts avec mon travail de politicien. Donc, c'est plus la question de tenter de continuer les deux en parallèle qui est pertinente. Moi, j'accepte que quelqu'un ait travaillé comme comédien, comme humoriste ou comme avocat ou peu importe par le passé. On a chacun eu un travail. Lui, il plaide qu'à cause de la COVID, sa tournée se poursuit plus longtemps que prévu. Oui, mais ça, avant la COVID, il voulait des accommodements pour continuer ses spectacles. Il a toujours dit ça. Ouais. Là, il plaide ça sur la COVID, mais en fait, si on regarde les articles de janvier dernier, il demandait à la course de s'adapter pour lui, pour qu'il puisse continuer ses spectacles pendant la course. Donc, il a toujours défendu l'idée qu'on pouvait faire de l'humour et de la politique en même temps. Mais tu sais, comme je vous dis, ce sera aux membres de juger c'est quoi le meilleur intérêt du Parti québécois. Cela dit, vous pensez possible de pouvoir travailler avec les autres candidats et de les inclure dans votre équipe si vous gagnez la course? Il faut absolument tendre la main puis rassembler. Donc, ce sera à chacun de décider, comme dans le cas de Guy Nantel, il refuse de s'engager à demeurer au Parti québécois s'il perd. Mais de ce que je comprends de Sylvain et de Frédéric, eux, ils veulent rester. Puis c'est sûr qu'à ce moment-là, l'idée, c'est de tendre la main puis de collaborer. Là. Ça, c'est toujours la base. Puis j'espère pour le Parti québécois que ce sera une course qui va nous donner de la stabilité. Moi, c'est ça mon engagement. Je dis souvent aux membres, je sais dans quoi je m'embarque et le Parti québécois a besoin de stabilité, a besoin d'un chef qui va demeurer parce qu'organiser une course à la direction à chaque 2-3 ans, là, premièrement, financièrement, c'est très difficile. Mais aussi, c'est que ça crée des déchirements, ça laisse des séquelles. C'est pas bon pour le parti parce que nos efforts, on devrait les placer non pas à convaincre nos membres qui sont déjà convaincus, on devrait être sur le terrain à parler à des gens qui ne sont pas parmi nous pour les convaincre de se joindre à nous. Puis malheureusement, moi je pense que c'est pas ça que ça permet, les courses à la direction. Donc il ne faut pas en avoir trop régulièrement. Ça nous prend de la stabilité puis un grand rassemblement au cours des prochaines années. Parlons maintenant de l'avenir du français au Québec. Pour l'avenir du français au Québec, est-ce que ça ne serait pas souhaitable de réduire le nombre d'immigrants reçus chaque année pour mieux les intégrer et notamment mieux les franciser et surtout en choisir une plus grande proportion qui parle déjà français avant d'arriver en sol québécois? OK, mais il y a deux questions. Donc, il y a la proportion de francophones dans le cadre de l'immigration, puis le nombre ou le seuil d'immigrants. Donc, moi, ce que je propose, c'est que 100% des immigrants sélectionnés par Québec doivent maîtriser le français à l'arrivée. Donc ça, c'est une mesure extrêmement importante parce que à ce moment-là, on n'aura pas les dynamiques linguistiques problématiques qu'on voit en ce moment dans la région de Montréal. Le français est définitivement en chute libre et ça pose de véritables problèmes. Ensuite, il y a les seuils. Et c'est très intéressant la course de ce point de vue-là parce qu'il y a deux candidats, moi et Frédéric Bastien, qui disons c'est important de dire c'est quoi notre position, puis de fixer un chiffre, puis d'expliquer pourquoi. Alors que Guy Nantel et Sylvain Gaudreault, eux, disent nous, on ne veut pas vous dire si on veut augmenter ou diminuer l'immigration. On remet ça entre les mains d'experts qui nous diront plus tard ce qu'on devrait faire, mais nous, on ne vous le dit pas ni pendant la course, ni pendant les élections, ce sera plus tard. Puis moi, je l'ai essayé parce qu'en 2018, c'était ça la position du Parti québécois, c'était de dire on va dépolitiser. Ouais. Puis c'était ça la position de Sylvain Gaudreault, là, on dépolitise le débat sur l'immigration.
Et moi, ce que j'ai vu chez les électeurs, c'est qu'ils nous répondaient, en fait, tu ne veux pas répondre. Tu tournes autour du pot, tu caches ta réponse. Moi, je ne veux pas retourner là-dedans. Ma position, donc, comme je disais, c'est 100% francophone, l'immigration. Et on descend les seuils d'immigration à 36 000, à peu près, approximativement. Là, j'ai mis une fourchette de 35 à 40 au cas qu'il y ait des variations, mais mon calcul m'amène à 36 000. Où est-ce que je retranche de l'immigration actuelle les immigrants investisseurs? C'est essentiellement des gens qui achètent leur passeport parce qu'ils sont riches. Ils arrivent dans la grande région de Montréal, ils achètent de l'immobilier à des fins spéculatives. Qu'est-ce que ça fait? Le prix des immeubles à Montréal est en hausse vertigineuse. Donc, le prix des loyers également. Il y a des gens à la rue. Les jeunes familles ne peuvent plus s'acheter un endroit où vivre. Donc, je ne vois pas d'intérêt. Et je pense que le nombre, il est pertinent parce que, historiquement, avant Jean Charest, c'était à peu près 35 000 l'immigration. Puis, on n'avait pas de problème d'intégration. Je pense qu'on peut s'améliorer. Là. On avait des COFI à l'époque. Ça vaudrait la peine de les avoir. On peut mieux régionaliser l'immigration. Mais les seuils sont pertinents. Si on accueillait 500 000 immigrants par année, on aurait beau avoir les meilleurs programmes de francisation, ça serait très, très étonnant que ça fonctionne parce que à l'inverse, si on accueillait 5 000 personnes par année, on n'aurait pas besoin de programme de francisation, ça se ferait un peu tout seul. Donc, les seuils sont pertinents, ce n'est pas le seul critère. Il y a la qualité des ressources pour intégrer dans le marché du travail. Il y a les règles sur la langue française. Il y a plein de paramètres. Mais au final, le travail d'un politicien, c'est de donner une orientation. C'est de lire les études, lire les opinions, puis trancher en disant, moi, si c'est moi le chef, ce sera ça. Quand on n'est pas capable de répondre, puis qu'on se cache derrière des experts, comme si les expertises ne sont pas disponibles, alors qu'elles sont disponibles, elles sont partout, bien, c'est parce qu'on refuse de répondre, puis moi, je ne pense pas que c'est la bonne approche. Avant de penser à un référendum, le PQ doit reprendre le pouvoir. Si vous êtes élu chef le 9 octobre, qu'allez-vous faire concrètement pour ramener le PQ au pouvoir et priver la CAQ d'un deuxième mandat? Bien, c'est de parler d'indépendance, parler de notre projet de société. Dans les dernières élections, c'était presque pas possible parce que tout le monde n'avait qu'une priorité, puis il y avait raison les gens. Tout le monde n'avait qu'une seule priorité, c'est de sortir les libéraux parce que les libéraux sabotaient, mettaient le feu à notre société. Donc, il y avait un sentiment d'urgence profond qui faisait en sorte qu'on ne pouvait pas parler de projet d'avenir alors que le feu est pris dans la maison. Mais là, on est dans une toute autre situation où est-ce qu'il y a un gouvernement de la CAQ qui est ordinaire de son propre aveu. Là, je pense que c'était Mme Guilbeault qui disait on est un gouvernement pour les gens ordinaires, un gouvernement ordinaire pour les gens ordinaires, mais qui n'est pas les libéraux. Là. Même moi, je vais le reconnaître. Là. Je ne pense pas que la CAQ nous apporte le même degré de corruption que ce que les libéraux nous ont apporté. Là. Donc, on ne se sent pas en sentiment d'urgence en ce moment. Et avec la crise de la COVID, tout ce qu'on a pu voir de refus, toutes les tentatives de la CAQ vis-à-vis le fédéral, ce sont toujours des échecs. Bien, moi, je pense que c'est le temps de parler d'avenir, de dire est-ce qu'on se donne quelque chose de plus emballant que la gestion à la petite semaine, que le défaitisme, que toujours le discours de dire le Québec n'est pas assez ci, il n'est pas assez bon, il n'est pas assez riche. Non, en fait, on est capable. Puis on est capable de se donner un projet d'avenir de société que tous ceux qui sont d'accord avec l'idée de faire un pays se joignent à nous. Ça doit être ça notre message. Puis là, il y a de l'espace. Il n'y en avait pas avant, mais moi, j'en vois de l'espace, puis c'est comme ça que des électeurs qui sont indépendantistes, mais qui ont voté 4 pour être certains de ne pas revoir les libéraux au pouvoir, c'est comme ça qu'on va les ramener dans notre giron en disant, là, je n'ai pas d'urgence à sortir les libéraux, mais je sais que le Parti québécois, lui, travaille sur un projet pas mal plus emballant que ce que m'offre la CAQ ou les autres partis. Moi, je pense que c'est ça notre avenir. Vous avez dit tantôt, on ne se cache pas, si les gens votent pour le Parti québécois, ils savent qu'il pourrait y avoir un référendum dès le premier mandat, mais est-ce que c'est un référendum coûte que coûte dans le premier mandat? Si vous vous rendez compte, si vous êtes élu, vous avez un gouvernement majoritaire, vous vous rendez compte que les conditions sont plus ou moins réunies, que le Québec ne peut pas nécessairement se permettre d'avoir un troisième référendum perdant, est-ce que vous pourriez décider de reporter dans un deuxième mandat? Non, il ne faut pas être dans les conditions gagnantes. Si Jacques Parizeau avait pensé comme ça, il n'y aurait pas eu de deuxième référendum. Puis techniquement, on l'a gagné, le deuxième référendum, si on tient en compte les votes illégitimes là, venant de l'extérieur, puis toutes les manœuvres qui ont été faites. Pourtant, plusieurs personnes disaient à Jacques Parizeau de ne pas s'entêter à tenir un référendum, puis il y avait tout ce discours-là de est-ce qu'on a les conditions gagnantes de notre côté. Je pense qu'il faut être très clair puis très cohérent. Un vote pour le Parti québécois déclenchera le processus vers l'indépendance. Puis à ce moment-là, bien, les gens qui sont hésitants, qui dans les sondages répondent « je ne sais pas », sont obligés de se poser la question pour de vrai. Alors que quand on remet toujours au calendrier grec, on a toujours une porte de sortie pour dire qu'il y a une bonne raison de ne pas le faire,
Dans l'électorat, mon humble opinion, c'est que ça entraîne une espèce d'indécision. Justement, pourquoi est-ce qu'on se positionnerait sur une question qu'on peut remettre au calendrier grec? Intuitivement, on le sait que c'est pas bon pour le Québec d'être dans le Canada. On sait qu'il y a du recul linguistique, économique, toutes sortes de frictions avec le Canada. Mais on se dit, oh, c'est comme des rénovations ou aller chez le dentiste ou améliorer un aspect de sa vie personnelle. La facilité, c'est toujours de reporter plus tard. Puis moi, je pense que le coût, il est très, très grand au point où on joue notre survie linguistique et culturelle en ce moment. Si on ne réalise pas l'indépendance du Québec, on ne peut pas penser que c'est garanti que les francophones, que les Québécois, le fait français au Québec va survivre dans 100 ans. Parce que le Canada est une machine à assimiler les francophones. Il a assimilé les francophones dans chaque province canadienne et c'est ce qu'il fait en ce moment à travers toutes ces institutions, là, les aéroports, les banques, tout ce qui est à charte fédérale. C'est des machines à angliciser le Québec. Puis c'est ça qu'on voit dans les données statistiques. Donc moi, je pense que pour répondre à votre question, si on est ambigu, si on est mou, si on cherche des excuses pour ne pas le faire, on ment aux Québécois d'une certaine manière sur l'urgence, le caractère essentiel de ce projet-là. Moi, je pense qu'il faut être ferme, déterminé, puis dire aux Québécois, notre rendez-vous avec l'histoire s'en vient. Lors de la dernière campagne référendaire, M. Parizeau a fait une grande place en fin de campagne, ou du moins assez avancée dans la campagne, à Lucien Bouchard, le nommé négociateur officiel en chef, je ne sais plus trop, parce qu'il avait notamment plus de charisme que lui. Est-ce que vous pensez avoir suffisamment de charisme pour mener le camp du oui à la victoire lors du prochain référendum? C'est drôle les histoires de charisme parce que, prenons un personnage comme René Lévesque, Tipoil n'avait pas la réputation d'être un charismatique. Il y avait quand même un certain charisme. Il y avait un certain charisme, on le dit aujourd'hui. Mais de la manière dont on parlait de René Lévesque à l'époque n'était pas nécessairement basée sur son charisme, mais plutôt d'autres éléments comme la confiance qu'on pouvait avoir en son action politique, le sourire empathique de René Lévesque, la bienveillance de cet homme-là, son parcours professionnel. On a tendance des fois à poser des gestes, des diagnostics rapides sur qui a du charisme ou qui on n'en a pas. Mais c'est surtout en rétrospective qu'on se rend compte qui est capable de faire bouger des choses, qui n'est pas capable de le faire. Puis moi, pour répondre à votre question, c'est sûr que notre rendez-vous avec l'histoire, qui est le prochain référendum, qui se doit d'être le bon, on va mettre de l'avant tous nos meilleurs joueurs en fonction tout simplement de l'intérêt du Québec à gagner ce référendum-là. Donc, je pense que dans la mentalité du Parti québécois, il y a une compréhension que la cause est beaucoup plus importante que qui est porte-parole sur telle question ou qui ne l'est pas. Puis c'est ça qui nous fait respecter autant Jacques Parizeau aussi. Moi, Lucien Bouchard, il m'a donné son appui, mais c'est un idole de jeunesse. Pour moi, j'avais des posters de Lucien Bouchard quand j'étais... Mais j'imagine que pour Jacques Parizeau, c'est quand même un geste qui démontre à quel point son amour du Québec puis sa détermination à réussir primait par-dessus tout. Je pense qu'il y avait même des tensions, là, quand on regarde les biographies, il y avait des tensions. Mais je pense que c'est un héritage, un bel héritage dans le Parti québécois de grands hommes politiques qui ont fait passer la cause avant, peu importe ce que conjoncturellement il peut se passer puis il peut se dire. Qu'est-ce qu'il faut surveiller dans le reste de la course, outre le troisième débat? Qu'est-ce qu'il peut? Bien, le troisième débat est un gros morceau. Il va porter sur l'environnement et l'immigration notamment. Deux questions où est-ce que là, on voit des candidats qui n'ont pas du tout les mêmes orientations puis qui ont des choses à se dire. Donc, je pense qu'il faut absolument surveiller ce troisième débat. Surveiller aussi la tendance des appuis chez les militants. Donc, on a tendance souvent à regarder les appuis de personnes connues. Mais il y a des gens qui donnent au Parti québécois depuis 10, 20, 30, 40 ans qui prennent également position. Là, au cours des derniers jours, je suis allé chercher des appuis de gens qui ne sont pas des personnalités publiques, mais qui, dans le parti, ont de l'influence puis ont fait une contribution remarquable, appréciée. Donc ça aussi, il faut voir qui a le vent dans les voiles. Regarder le financement, parce qu'à défaut aussi d'avoir des sondages, on sait qu'on peut regarder combien de donateurs décident de poser un geste pour un des candidats. Donc les tendances du financement nous donnent, on l'a vu d'ailleurs pour la course au Parti conservateur, les experts qui ont prédit correctement qui allait gagner se servaient des sondages et des dons dans un modèle mathématique pour arriver à prédire correctement. Donc ça, c'est un indicateur à surveiller. Puis sinon, espérons qu'il n'y ait pas trop de politique négative. Parce que souvent, en fin de course, les candidats ont tendance à... La température monte dans la pièce. Disons ça comme ça. Espérons que
On peut être très vif là, sur des débats comme est-ce que c'est compatible d'être humoriste et politicien? Est-ce que c'est... Il y a plein de sujets qui valent la peine d'être débattus dans une course, mais il ne faut pas que ça descende à des technicalités. Donc, par exemple, quand j'ai été obligé de débattre avec Guy Nantel sur le fait que j'ai jamais demandé un autographe à Guy Nantel puis que c'était un mensonge, il m'a répliqué ça à ma question que je pense était légitime, puis il m'a répondu négativement en disant « tu étais à mon show puis tu as demandé un autographe ». Ce genre de débat-là, je pense, nous fait mal. Donc, j'espère qu'on va être capable de débattre avec vigueur, parce qu'il faut que ce soit intéressant, il faut qu'il se passe quelque chose, mais sans tomber dans des débats qui deviennent complètement accessoires à ce dont on est supposé parler pendant la course. Si vous gagnez la course, là, il est possible que le PQ n'arrive pas à reprendre le pouvoir dès le prochain scrutin, qui se retrouve peut-être en opposition, première opposition, deuxième opposition, etc. Êtes-vous capable d'engagement à long terme et peut-être de siéger un mandat dans l'opposition avant de pouvoir prendre le pouvoir, proposer un troisième référendum? C'est ce que je disais tantôt. Le Parti québécois a besoin de stabilité. À 43 ans, je sais dans quoi je m'embarque, mais j'ai de l'énergie, puis j'en ai pour plusieurs décennies devant moi. C'est important de le dire parce qu'en effet, le Bloc nous a montré qu'un processus de reconstruction, ça peut durer 1 an, puis tu redeviens une puissance politique. Mais il y a des scénarios aussi dans le cadre duquel ça va prendre plus qu'1 an. Donc, c'est important d'avoir un chef qui sait dans quoi il s'embarque parce que c'est drôlement exigeant, la politique. Oui. Et moi, je fais ce consentement-là avec mon épouse. Comme projet familial, on fait ce bond-là en politique en toute connaissance de cause, en disant, on le sait ce que ça implique, ça nous passionne, puis on est là pour rester. On va offrir cette stabilité-là au Parti québécois. On est dans la fleur de l'âge, on est en pleine forme, puis ça, c'est une cause qui nous tient à cœur, puis c'est une façon pour nous d'être utile pour la société. La vie, c'est pas seulement que d'être dans le capitalisme ostentatoire, où est-ce que l'important, c'est de gagner le plus d'argent pour avoir le plus gros véhicule possible, puis la plus grosse maison possible. La vie, c'est de trouver un sens en étant utile à sa société ou aux autres. Puis nous, on pense que l'indépendance du Québec, c'est une question de justice. C'est comme si la justice n'était pas faite pour les Québécois après des siècles de quête de normalité. Puis on trouve que c'est utile de consacrer tout notre temps à cette cause-là. Donc, on comprend dans quoi on s'embarque, on veut le faire, puis on va offrir le nombre d'années que ça prend en sachant très bien dans quoi on s'embarque. Merci d'être passé par nos studios pour venir nous expliquer là, et à nos auditeurs vos positions. Et puis maintenant, vous savez où sont nos studios. Donc, ça va me faire plaisir. vous pourrez revenir nous voir. C'est super. Merci.